La croissance correspond à l'ensemble des phénomènes d'extension et de densification des agglomérations perçus d'un point de vue morphologique. En s'étendant, les villes ont tendance à s'aplatir, ce qui provoque une hausse du foncier. De plus en plus de personnes viennent vivre en ville pour trouver des points d'intérêt. La croissance est directement en lien avec le développement. Les villes, en même temps qu'elles s'agrandissent, ont un accroissement économique ou une augmentation de leur rôle industriel. La croissance s'accompagne donc d'un développement économique. Dans l'analyse des croissances des villes, on peut avoir 3 types de croissance distinctes. Tout d'abord, la croissance continue. Ce type de croissance correspond à une extension qui se fait directement en prolongement du noyau ancien déjà construit. Le centre ancien constitue donc le pôle principal de la ville. Le second type de croissance est la croissance discontinue. La ville s'étend dans le prolongement du noyau préexistant, mais de manière plus ouverte, en prenant en compte la nature présente et l'agriculture, ce qui donne une ville plus étendue. Le troisième et dernier type est la croissance linéaire. La ville croît sur une logique de chemin. Le processus ressemble à celui de la croissance continue, mais elle s'étend entre les collines qui constituent une limite. Ce principe est difficilement descriptible et se voit surtout dans les villes brésiliennes. Entre chaque ville, le type de croissance, les besoins et la culture sont différents. Mais on peut tout de même pointer des éléments régulateurs qui sont de 2 types. Les éléments qui ordonnent la croissance, les éléments qui la contiennent. Dans les éléments qui ordonnent la croissance, nous avons les lignes de croissance qui peuvent être naturelles ou construites. Ces lignes font que les villes croissent selon une direction autour d'un axe principal. La géographie du territoire est marquée par les usages anciens tels que l'agriculture, les anciennes constructions. La ligne de croissance ne constitue pas seulement une ligne où les bâtiments viennent s'implanter, mais elle structure cette dernière. Dans un deuxième temps, nous avons les pôles de croissance qui correspondent au noyau ancien de la ville. Quand cette ville croît, il se crée alors d'autres pôles autour desquels s'organise la ville. Dans les éléments qui contiennent la croissance, nous avons les bornes de croissance qui sont dues à un point d'arrêt qui limite l'extension. Cet obstacle constitue une borne. Lorsque la croissance de la ville la dépasse, elle devient alors un pôle, comme le sont aujourd'hui les gares, les centres commerciaux et les fermes. Cette borne peut marquer le début d'un changement de type de croissance. Nous distinguons aussi les barrières de croissance qui se présentent sous la forme d'une somme de croissance linéaire. Elles représentent aussi des obstacles qui sont souvent marqués par une géographie particulière, qui empêchent cette croissance, comme les chaînes de montagnes, les océans, les chemins de fer ou encore les lignes haute tension. Pour illustrer comment les villes dépassent les obstacles auxquels elles sont confrontées pour croître, nous allons analyser la croissance de 2 villes que sont Amsterdam et Paris. Amsterdam se trouve aux Pays-Bas, dans la partie nord où se concentre un tiers de la population, dans la conglomération de la Randstad Hollande. Le centre-ville est à environ 25 km du littoral de la mer du Nord. Les terres se sont formées à partir de marais côtiers, séparés de la mer par des dunes qui protègent naturellement l'immersion des terres qui sont plates. Les dunes sont apparues pour se protéger de la mer. Puis suivit l'assèchement successif des marais et des lacs. L'épuisement de l'eau de façon permanente se fit avec les moulins à vent au XVIIe siècle. Sur le plan de la construction, Amsterdam a de gros problèmes en rapport à sa situation d'ancienne zone marécageuse. Les couches superficielles du sol sont meubles sur plusieurs mètres de profondeur, ce qui fait qu'au début, les maisons étaient en bois. Un incendie conduit à construire en briques. Pour les constructions lourdes, il fut nécessaire de construire des fondations avec des pieux en bois. Encore aujourd'hui, on construit sur de longs troncs de pins scandinaves mis sur la première couche de sable dur et on crée, le plus souvent, des fondations en pieux de béton. Ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que les villes néerlandaises furent construites à partir du moment où les terres du bord de mer furent suffisamment protégées contre les inondations. Les premières maisons furent construites au bord des digues fluviales.
Au XVIe siècle, la population augmente rapidement et Amsterdam devient une ville cosmopolite, centre de commerce, de sciences et de culture. Ce fut après 3 déplacements des remparts vers l'extérieur qu'entre 1612 et 1625, on aménagea le secteur occidental de la ceinture de canaux concentriques. À l'extérieur, une zone maraîchère fut prise dans l'enceinte de la ville où on construisit des maisons ouvrières et des industries. Cependant, contrairement à la zone des grands canaux, le parcellaire initial fut conservé. Entre 1658 et 1663, le secteur sud et est de la ceinture de canaux furent aménagés. La ville évolue en restant elle-même. On a une création de nouvelles îles avec la reconquête d'une partie du littoral. C'est une architecture qui jongle avec la reconversion de l'existant et l'invention de nouvelles typologies. Cette évolution et ces innovations doivent toujours faire attention à la gestion de l'eau comme menace, qui est un impératif à grande échelle sur le territoire car il est artificiel. Mais cette limite guide le développement futur. La ville se construit sur des friches et sur son ancien espace portuaire. Le manque d'espace libre amène à construire sur l'eau. Le quartier flottant d'Ischburg est le plus remarquable. Les maisons sont sur des piliers en béton. Ces maisons répondent à la question des inondations car elles peuvent, au rythme des marées, monter ou descendre. Amsterdam s'est construit sur un territoire qui auparavant n'existait pas car les terrains étaient totalement immergés. Au fur et à mesure, cette ville s'est confrontée à des limites physiques auxquelles elle a su répondre, grâce à de diverses innovations. Aujourd'hui, cette ville d'Amsterdam se construit sur l'eau. Paris est fondée sur les flancs de la montagne Sainte-Geneviève dans les dernières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ par les Romains. Au Xe siècle, Paris s'étend le long de la Seine autour des îles de la Cité. Au XIIIe siècle, la ville s'est agrandie pour se protéger et créer l'enceinte Philippe-Auguste. Au XIVe siècle, Paris continue de s'agrandir et dépasse l'enceinte Philippe-Auguste. Il est toujours nécessaire de se protéger. Une seconde enceinte est donc créée. Au XIXe siècle, une crise démographique amène la ville à sortir de nouveau de ses remparts. La périphérie et la banlieue commencent à s'urbaniser. Les quartiers centraux, eux, se surdensifient pour répondre à la demande croissante de nouveaux logements. Cette réponse amène une mauvaise qualité de vie qui est due à cette densification. En réponse à ce nouvel obstacle à la vie en ville, mais aussi au flux d'arrivées continues liées à l'exode, Paris va annexer les communes périphériques en 1859 sur un modèle urbanistique baroque. Pour cela, la ville dépasse l'enceinte de Thiers. Il sera alors créé 20 arrondissements pour gérer l'ensemble de la ville. La ville va être restructurée de l'intérieur à partir du plan d'Haussmann, qui prévoyait des percées et des constructions pour relier les points importants du centre-ville. Les historiens estiment ainsi qu'Haussmann transforme Paris à 60%. Beaucoup de quartiers et d'îlots préexistants sont tout de même conservés. Il ne s'agissait pas de tout raser ou de tout refaire, mais de recomposer la forme globale de la ville. Enfin, l'assainissement de Paris passe par le développement des transports et des équipements. S'ensuit une deuxième étape qui consiste au franchissement des anciennes portes du mur d'octroi. Ces espaces, une fois franchis, deviennent des pôles en changeant leur fonction pour devenir des gares. Une des percées les plus remarquables est la percée qui relie le Louvre à l'Opéra Garnier. Elle est possible grâce à la loi de 1848 qui permet d'exproprier les habitants car le projet est dit d'utilité publique. On déconstruit pour créer des voies plus larges. Au fur et à mesure des siècles, Paris s'est étendu, franchissant à de nombreuses reprises ses différentes fortifications. Au XIXe siècle, malgré la forte affluence de population, la ville a réussi à se densifier tout en recréant une qualité de vie. Grâce à l'étude de cas de ces deux villes, Amsterdam et Paris, nous avons pu voir comment la ville peut croître malgré les obstacles qui s'y opposent. Ces différentes limites leur confèrent une singularité propre à chacune.